ne peuvent pas l'être, qui sont des horizons démocratiques de tous ces principes-là. Alors, ça pose évidemment un énorme problème parce que ça vient étendre à l'envi le champ d'appréciation de l'administration. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est, et j'y tiens beaucoup, à la sécurité juridique. En fait, lorsqu'on a des concepts aussi larges, eh bien le politique s'y glisse. Et où est la limite? À quel moment on peut considérer que, je ne sais pas, est-ce que ma fille qui porterait la baya, qui se serait fait virer du lycée, est-ce qu'on pourrait me considérer que moi, en tant que parent, ça a été un cas, je n'ai pas respecté les principes précédemment énoncés. Vous voyez? Et en fait, je crois que là-dedans, il y a des enjeux qui sont absolument énormes de racisme, y compris. Autre point, rapidement, sur, non pas la loi comme vecteur par son flou juridique de potentiel racisme, mais plus comme la loi qui, en se cachant derrière une lutte contre le racisme et l'antisémitisme, va pouvoir être parfaitement contre-productive. Je pense au cas d'un imam qui a été très médiatisé et à qui on a reproché de provoquer à la haine et à la discrimination, notamment raciale, ou envers le groupe dit les femmes. Ce qui m'intéresse, c'est ce que disait tout à l'heure Evelyne Firmarin. En fait, la provocation à la haine et à la discrimination, c'est une infraction pénale qui est dans le droit de la presse. Et là, on va non pas sortir cette infraction pénale pour la mettre en droit des étrangers, on va la dupliquer. Ce qui veut dire que même si la personne n'a pas été condamnée, n'a même pas fait l'objet d'une enquête pour provocation à la haine et à la discrimination, eh bien elle va pouvoir faire l'objet d'une forme de sanction en droit des étrangers, donc pas en droit pénal, qui est une sanction gravissime puisque c'est celle de l'expulsion. Dans le cas dont je parle, c'était quelqu'un qui a été né en France, qui a tous ses enfants français, qui a passé toute sa vie. C'est intéressant parce qu'en fait, encore une fois, ce détricotage qu'on a, ou plutôt ce passage du droit pénal au droit administratif, je suis désolée, c'est un peu technique, mais je pense qu'en fait, c'est malheureusement l'avenir et c'est ce qu'on vit beaucoup aujourd'hui. Le passage du droit pénal au droit administratif donne encore une latitude immense à l'administration et donc aux politiques pour, y compris, mener des politiques d'ordre xénophobe. Pourquoi nous tenons en tant que juristes, je ne peux pas parler au nom d'Evelyne Firmarin, mais je pense qu'on se rejoint évidemment là-dessus, à ce que le droit pénal reste relativement fort. C'est parce qu'en fait, ce n'est pas les mêmes garanties. La provocation à la haine et à la discrimination, je l'ai dit tout à l'heure, en droit pénal, ça fait partie du droit de la presse. Et c'est enserré par des garanties procédurales qui sont très fortes parce que ça touche à la liberté d'expression, avec notamment une prescription de 3 mois, sauf si je dis une connerie. En droit administratif, ce qui a été reproché à cet imam, c'est d'avoir tenu des propos il y a 21 ans. Donc en fait, ce glissement nous concerne tous, du droit pénal au droit administratif, et je pense que là se loge encore une fois des formes de racisme. J'en viens à ma dernière partie. La question est évidemment, après avoir illustré un petit peu par le droit des étrangers les propos du jour, que faire? Il faut détricoter ces mécanismes juridiques. C'est-à-dire que, et encore une fois je me répète, du racisme systémique il y en a, et il s'appuie ensuite sur des mécanismes qui sont patents. Je pense notamment au contrôle d'identité, je pense évidemment au droit des étrangers dont on est revenu dessus et à l'inflation législative, je pense au manque de sécurité juridique avec des concepts toujours plus larges, etc. etc. Et là-dessus, il faut être extrêmement vigilant, tout comme le fait de venir détricoter des garanties procédurales, de passer du droit pénal au droit administratif, est un enjeu énorme. Ensuite, par rapport à la justice, et peut-être venant d'une avocate, c'est un peu choquant, je ne crois pas tellement dans le cadre français, enfin je n'ai pas un immense espoir dans la justice. On a, et on l'a vu tout à l'heure, un arsenal législatif pour lutter contre le racisme, mais en fait la justice c'est le reflet de notre société. Et la justice, elle est évidemment occupée par
s'il fallait le dire de manière un peu simple et caricaturale, les dominants, et donc elle va venir perpétrer des questions de domination. Ce que je crois, et notamment, et là c'est plutôt une ouverture sur la question de l'islamophobie, j'ai le sentiment, et c'est ce que je vis dans mon exercice, qu'il y a une telle crispation en France que le pas de côté qu'il faut faire, c'est un pas vers la justice internationale. Tout à l'heure, vous parlez de la Ligue des droits de l'homme et de cet arrêt de la CEDH très important qui va ensuite avoir des répercussions en droit français. Aujourd'hui, et je pense que la personne à la gauche, que M. Jallot va revenir dessus, il y a sur les contrôles d'identité au faciès une affaire pendant de la CEDH contre la France, l'affaire CEDI contre France, qui vient s'appuyer sur un arrêt de principe de la Suisse, très très important, l'arrêt Wabail, qui est encore une fois très récent, où la CEDH est venue condamner la Suisse pour des contrôles au faciès, donc des contrôles parfaitement discriminatoires, dans en plus un droit ou sur un droit qui est parfaitement analogue avec le droit français et qui peut nous aider. Ce qui m'intéresse, et ce seront aussi mes derniers mots, c'est que la CEDH va s'appuyer pour ce faire sur des rapports. Et je pense au rapport d'Amnesty International, je pense aussi au rapport du CERD, auquel moi j'ai participé, notamment pour les populations tchétchènes. Donc le CERD, c'est le comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Autrement dit, tous ces rapports de ces instances internationales ou de la société civile, des ONG, etc., vont permettre de venir établir un état de fait qui va ensuite, pour les juridictions internationales, les fonder à prendre une décision qui ensuite aura des répercussions sur la France. Et je pense qu'aujourd'hui, on a évidemment tout intérêt à penser nos combats juridiques sur du long terme et que cette attente presque démesurée qu'on a en France vis-à-vis des juridictions françaises, je crois qu'elle est aussi l'illustration de l'échec de nos luttes collectives à faire vivre ce combat antiraciste. Et j'en ai terminé pour mes quelques observations.